Vous êtes sur TV5 Monde, 64 minutes. C'est l'actualité autour du monde et en français. À la une ce mardi, une attaque palestinienne contre une synagogue de Jérusalem-Ouest. 4 Israéliens ont été tués. Les 2 assaillants ont été abattus. Une revendication émanerait du FPLP, organisation laïque et marxiste en sommeil. À Naplouse, en Cisjordanie occupée, des colons ont attaqué une école dans la foulée. Des affrontements ont éclaté entre l'armée israélienne et des manifestants palestiniens. Au Burkina Faso, le nouveau président intérimaire prête serment. Michel Kafando promet de gouverner au nom du peuple. Voilà qui tourne définitivement la page Blaise Compaoré, resté au pouvoir pendant près de 30 ans. Et puis un coup dur pour la paix en Colombie. Les FARC revendiquent l'enlèvement d'un général. Avant même cette annonce, le gouvernement Bogota avait d'ailleurs décidé de suspendre les négociations avec la guérilla. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le monde en français, place à notre grand angle. Samedi, à Paris, il était en tête du cortège contre l'austérité avec le politologue Philippe Marlière. Il vient de faire paraître La gauche ne doit pas mourir. Lim Hoang Ngoc estime que Manuel Valls marche sur les terres de Nicolas Sarkozy. Il y a la question de la 6e République, de la vraie gauche contre la fausse gauche. L'économiste et ex-député européen, qui est d'ailleurs toujours membre du bureau national du Parti socialiste français, a accepté de témoigner dans 64 minutes sur TV5 Monde. Bonsoir, merci d'être avec nous. Lim Hoang Ngoc, vous êtes donc l'auteur avec Philippe Marlière de ce livre, La gauche ne doit pas mourir, point d'exclamation, le manifeste des socialistes affligés, un livre qui paraît aux éditions Les Liens qui libèrent. Est-ce une réponse directe aux déclarations de Manuel Valls, le Premier ministre français, qui avait déclaré en juin dernier « La gauche peut mourir ». Oui, c'est une réponse directe à Monsieur Valls, qui souhaite que la gauche, telle qu'elle a toujours existé dans notre pays, s'en aille pour laisser place à une espèce de parti démocrate à l'italienne, quelque chose de centre-gauche qui appliquerait le type de politique qu'il est en train de nous servir. Le gros problème, c'est que nous n'en avons jamais discuté dans le Parti socialiste, que ce changement de ligne que nous a imposé le chef de l'État et son Premier ministre n'a jamais été acté dans aucun congrès. Et les militants ainsi que nos électeurs sont aujourd'hui déboussolés parce que c'est pas cette ligne-là qui a été servie au moment de la campagne électorale, et les gens ont l'impression que c'est pas pour ça qu'ils ont voté, si vous voulez. Vous dites que les électeurs de gauche socialistes sont déboussolés, pas seulement eux, le grand public en général, les Français ont du mal à comprendre quel est le fond du problème. Qu'est-ce qui vous distingue, vous par exemple, des frondeurs, vous qui êtes un affligé? Alors les frondeurs sont des députés qui ont agi dans le cadre de l'Assemblée nationale pour essayer de proposer des amendements à la loi de finances. Ils n'y sont pas parvenus parce que le poids de la 5e République est tel que soit vous êtes dans la majorité, soit vous la quittez. Et le mieux qu'ils aient pu faire, c'est de s'abstenir, ce qui a permis de faire passer la loi de finances tout en lançant un signal au président de la République. Mais le président de la République est resté sourd. Et moi, j'ai trouvé nos députés frondeurs très responsables. Ils n'ont pas voté contre, ils n'ont pas voulu provoquer de crise politique. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, l'action parlementaire rencontre ses limites. C'est sans doute en dehors du Parlement qu'il faut engager le débat, parce que dans la 5e République, c'est un homme qui a les cartes en main, c'est le président de la République. Alors vous étiez dans la rue le week-end dernier, je le disais, le gouvernement assure, lui, bec et ongle, qu'il ne fait pas de politique d'austérité. Il parle de mesures d'économie qu'il est nécessaire de faire, dit-il. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au gouvernement conduit par Manuel Valls ? C'est le premier vrai budget d'austérité du quinquennat. Sous Sarkozy, les économies ne dépassaient pas 1 milliard par an dans le cadre de la revue générale des politiques publiques. Là, c'est 21 milliards en 2015, ça sera 14 milliards en 2016 et à nouveau 14 milliards en 2017 qui sont d'ores et déjà programmés. Le gros problème, c'est que ça va provoquer un effet récessif. Et puis, les 40 milliards de l'autre côté octroyés en faveur des entreprises sans contrepartie n'ont aucune garantie de réussite, parce qu'aujourd'hui, les entreprises souffrent non pas d'un problème d'offre, comme on dit, mais d'un problème de carnet de commandes. Et ce que demandaient les frondeurs, c'était de réorienter les 40 milliards pour moitié vers des mesures en faveur de la demande, sans négliger les difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises. Alors, on l'a remarqué, vous êtes économiste, vous avez été député européen, vous vous êtes retourné aujourd'hui sur les bancs de la faculté. En tous les cas, vous êtes enseignant en économie à Paris 1.
Votre livre tente aujourd'hui de démontrer qu'il existe une alternative progressiste en matière économique. Quelle est cette alternative ? Comme je viens de vous le dire, nous avions des marges de manœuvre, puisque en négociant 2 ans pour revenir à 3%, on se libérait 1 point de PIB, c'est-à-dire une vingtaine de milliards qui auraient pu être affectés à la bonne politique économique. Or, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout affecté au CICE, c'est-à-dire au crédit d'impôt en faveur des entreprises, qui, pour le moment, n'a pas produit ses effets. Et on en a rajouté une louche parce qu'on vient de renégocier avec Bruxelles 2 ans supplémentaires, même 3 ans, puisque on va pas faire les 3% jusqu'en 2017. Et la contrepartie, c'est d'appliquer une politique qui a échoué partout ailleurs, c'est-à-dire l'austérité budgétaire et puis l'allègement du coût du travail en guise de réforme structurelle. Où est-ce qu'elle a échoué ? Il y a des pays qui semblent se relever, par exemple, dans le sud de l'Europe, non ? Non, l'Europe aujourd'hui est au bord de la déflation, ce qui signifie qu'il y a une insuffisance de demande généralisée qui a été causée notamment par les politiques d'austérité. Si vous prenez les pays qui s'en sont sortis depuis la crise, ce sont des pays qui ont appliqué des politiques d'inspiration keynésienne. Ce sont les États-Unis, c'est le Japon, et c'est, sans le dire, le Royaume-Uni qui a fait jouer à son déficit budgétaire un rôle de soutien à l'activité et qui a dévalué sa monnaie à ce moment-là pour soutenir la reprise. Nous ne faisons pas ça. Nous avons un euro qui est encore trop fort, et puis nous avons des politiques budgétaires qui vont à contresens, qui devraient aujourd'hui soutenir la croissance alors qu'elles la cassent. Alors il y a un mois tout juste, Jean Tirole était notre invité en direct de Toulouse où il enseigne le prix Nobel d'économie, s'exprimait donc sur notre antenne. Je vous propose d'écouter une partie de ce qu'il nous disait. La question, c'est la crédibilité de la France. Et pour ça, il faut des réformes et pouvoir s'engager, par exemple, à faire des surplus budgétaires quand tout va bien. C'est un petit peu le problème. C'est-à-dire que depuis 40 ans, on n'a que des déficits budgétaires et donc la dette augmente. Et encore une fois, c'est pas faire des déficits en cas de récession, c'est pas dramatique, mais il faut pouvoir s'engager sur la durée. Et pour moi, la façon de le faire, c'est de faire des réformes dès maintenant. Alors justement, n'y a-t-il pas urgence à faire des réformes comme nous le suggère un prix Nobel d'économie ? Je suis à moitié d'accord avec Jean Tirole. Lorsque nous avions des cagnottes fiscales, et là il a raison, sous Jospin nous avions des cagnottes fiscales, nous étions dans une situation que les économistes qualifient de quasi plein emploi. Ouais. Il aurait fallu affecter les cagnottes fiscales au désendettement pour constituer des réserves pour les mauvais jours. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a gaspillé les cagnottes fiscales. On les a gaspillés en baisse d'impôts sur les hauts revenus des classes aisées. Et là, alors qu'il faudrait utiliser le déficit budgétaire comme instrument de relance de la croissance, on fait tout le contraire, on l'utilise de façon restrictive, on fait de la consolidation budgétaire. C'est le contraire qu'il fallait faire. On a agi à contresens dans tous les pays européens et en particulier en France. Là-dessus, je le rejoins. Par contre, sur les réformes structurelles, elles sont faites, les réformes structurelles. Le CICE, le pacte de responsabilité, sont ces réformes structurelles qui visent à alléger le coût du travail. Sauf que le problème aujourd'hui n'est pas un problème de coût. Aujourd'hui, tous les pays ont appliqué ces réformes structurelles. Et on aboutit à un jeu à somme nulle, parce que quand vous baissez les salaires et la dépense publique dans tous les pays, eh bien, vous avez un jeu non seulement à somme nulle, mais à somme négative, parce que vous tuez la demande européenne. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe est au bord de la déflation. Donc, le vrai problème, c'est pas les réformes structurelles, c'est la politique macroéconomique. Mais alors, il y a quelque chose d'assez déroutant et de saisissant. Vous nous dites que la gauche ne doit pas mourir, mais dans le même temps, il y a quelques minutes, vous nous disiez 2 exemples. Les États-Unis, certes, gouvernés par des démocrates, et le Japon gouverné par un libéral, par un homme de droite, Shinzo Abe, dont on parlait tout à l'heure dans l'actualité. Quelle est cette gauche que vous appelez de vos voeux ? Mais Hollande et Valls sont aujourd'hui plus à droite que Keynes, qui, je le rappelle, n'était pas de gauche. Keynes était un centriste et membre du Parti libéral. Donc vous appelez le Parti socialiste à être plus pragmatique, parfois plus de droite alors. Donc moi je pense que le pragmatisme aujourd'hui, le vrai pragmatisme, c'est d'être keynésien en attendant d'être plus de gauche. Ouais, mais pourquoi vous ne quittez pas alors le Parti socialiste ? La question peut surprendre, mais vous pouvez former avec les frondeurs, les affligés, un autre parti politique, à gauche du PS. Il y a un congrès qui vient d'être décidé enfin au mois de juin, donc nous allons essayer de faire en sorte que ce parti
redresse la barre et retrouve le bon cap. Et nous allons essayer de faire en sorte que le président soit incité dès lors à changer de cap. C'est la voie la plus rapide et la plus économique. Mais c'est ce qui pourrait se passer. Manuel Valls a déjà évoqué, d'ailleurs il en est question dans votre livre, de rebaptiser le Parti socialiste. Est-ce que vous êtes pour cela ? De le faire dans l'autre sens. Ouais. Maintenant, si on n'y arrive pas, on verra bien. Mais s'il n'y a pas de changement de cap, ce que je peux vous dire, c'est que on risque de faire des scores proches de ceux du PASOK grec aux élections départementales et régionales, et on risque même de ne pas être qualifié au deuxième tour de la présidentielle. Ouais. Et dans ce cas, c'est le cycle du parti d'Épinay qui se clorait, et il y aurait à tout reconstruire. Ouais. Et dans ce cas-là, il faut commencer dès maintenant à discuter avec nos partenaires, et c'était le sens, moi, de ma présence à la manifestation de samedi. Alors en Grèce, c'est Syriza, plus à gauche que le PASOK, qui a connu, on peut dire, une bonne période électorale. Votre discours se rapproche plus de partis de gauche, comme le pendant d'ailleurs de Syriza en Grande-Franche, par exemple le Parti de gauche, voire le Parti communiste français. Qu'est-ce qui vous attache autant au Parti socialiste ? Le Parti socialiste, c'est le parti traditionnel qui représente la gauche. Et les gens aujourd'hui ne vont pas voir ailleurs, c'est bien ça le problème. Et donc, ils sont orphelins d'un vrai discours socialiste. Et nous, ce que nous proposons, c'est de faire en sorte que les vrais socialistes se fassent entendre. Alors, si on n'y arrive pas dans le Parti socialiste, faudra en tirer les leçons. Parce que si les gens votent plus pour nous, va falloir qu'on fasse autre chose. Mais dans ce cas-là, il faut faire apparaître que ce pôle socialiste, ce pôle social-démocrate, le vrai pôle social-démocrate, pas le pôle social-libéral, est présent dans la reconstruction de la gauche qui prendra la suite du cycle du parti d'Épinay. Alors vous sortez donc ce manifeste, vous n'êtes plus député européen, je le disais, vous étiez dans la rue le week-end dernier. La suite, quelle est-elle ? Quelle peut-elle être pour vous ? Il y a 3 hypothèses qu'on évoque dans le bouquin. Ouais. Soit le Parti socialiste devient un parti démocrate à l'italienne, mais ça j'y crois moyen parce que il n'y a pas tellement la base pour ça en France. Et Valls risque de se retrouver finalement assez isolé. Deuxième hypothèse, on arrive à redresser la barre au prochain congrès. Et il y a un changement de cap décidé par l'exécutif d'ici 2017 qui nous permettrait de limiter les dégâts. Troisième hypothèse, il n'y a pas de changement de cap. On fait les scores dignes du PASOK, comme je l'ai dit. Le PS risque de disparaître après 2017. Ouais. Et dans ce cas-là, il y a tout à reconstruire. Et, une grande coalition, gouvernement avec des centristes de centre-droit et des gens de gauche qui partagent votre politique keynésienne, vous seriez pour ? Ils sont pas sur cette ligne-là. Ils sont pas sur cette ligne-là, malheureusement. Merci à vous, Lee Mwang-Yok, d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes sur TV5 Monde. La gauche ne doit pas mourir. Le manifeste des socialistes affiché, édition Les Liens qui libèrent. C'est écrit avec Philippe Marlière, qui a été au nouveau parti anticapitalisme. Merci à vous.